moi, un de mes boulots, là où je m'amuse vraiment en ce moment, c'est d'être consultant marketing pour des projets Web3. OK. Donc, étape numéro 1, awareness. Donc, les gens se rendent compte que j'existe. Donc, l'étape numéro 1, ça va consister à faire du contenu, participer à des Ask Me Anything ou à des conférences, des trucs comme ça. Donc, de l'awareness. Donc là, mes KPI, c'est quoi? Bah, je mesure le nombre de reach, enfin les impressions sur mes tweets, je dirais le nombre de vues, etc. C'est mes chiffres. Étape numéro 2, ça va être, il faut que j'ai des rendez-vous et des interactions avec des gens qui sont des porteurs de projets. Donc là, les chiffres, c'est relativement simple, c'est les rendez-vous que j'ai eus, que ce soit en ligne ou dans la réalité. Ouais, si tant est qu'il y a vraiment une réalité, mais ça, c'est un autre sujet. Étape numéro 3, ça va être les projets avec lesquels je travaille. Donc là, je travaille avec combien de projets et ça rapportait combien de thunes. Ok. Donc là, donc voilà. Après, les KPI globales de mon business, c'est combien je dépense, combien je fais rentrer dessous. Ça, c'est simple. Pour chacune des étapes, il y a les basiques. Alors, typiquement, sur l'awareness, les basiques, c'est est-ce que j'ai tweeté aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait une vidéo? Est-ce que j'ai écrit un truc? Est-ce que j'ai envoyé un email, etc. Et les secrets, c'est des trucs plus subtils en mode, par exemple, est-ce que je peux, dans mon cas, je dirais, capter l'intention. Un secret, ça pourrait être, vas-y, je vais capter l'intention d'un projet en faisant une analyse de ce projet, en voyant les vulnérabilités marketing. C'est une astuce. Et tu vois, et du coup, pour chacune de ces étapes, je vais avoir les basiques et les secrets. Ce qui est vachement cool avec les basiques et les secrets, c'est qu'en fait, tu peux commencer à déléguer. C'est du coup, tu vois, les mecs, ils ont des trucs basiques à faire ou à vérifier qui sont faits. Si ça suffit pas à avoir de la croissance, ils vont chercher les secrets. Donc, tu vois, toutes les semaines, tu es là, tu as tes chiffres en cours de semaine, tu dis, OK, on n'est pas dans les chiffres. Cette semaine, on n'est pas bon. Donc, si on n'est pas bon, OK, on regarde si au niveau des basiques, on n'a pas raté un truc. Il n'y a pas un truc qui marche plus, qui est buggé, on s'en fout, OK. On regarde si tout est bien fait. S'il n'y a pas d'anomalie ici, on dit, OK, on va chercher dans les secrets des astuces pour choper des points de croissance hebdomadaire. Et ce qui est vachement intéressant sur ce framework-là, c'est que maintenant, à partir de ce moment-là, quand tu as organisé ton business en 3 étapes, dès lors que tu vas écouter un podcast, lire un livre, lire un blog post, peu importe, c'est intentionnel. Tu es là pour remplir les basiques et remplir les secrets. C'est pas, ouais, je lis un livre pour lire un livre. Non, c'est je lis un livre spécialisé là-dessus parce que dans l'étape numéro 2 de mon business, en termes de secrets, je suis un peu sec. Donc on fait les basiques, ça marche moyen bof. Il faut trouver des astuces, il faut trouver des machins, il faut trouver des petits trucs pour choper ce surcroît de croissance. Et du coup, tout ce que tu fais en termes de consommation de contenu est beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus efficace, et tu fournis des munitions à tes équipes. Les mecs, ils sont pas en mode gogol, en mode qu'est-ce que je fais à se péter la gueule comme des manchots sur la banquise. Non, tu vois, ils sont, ok, il y a les basiques. Est-ce que les basiques sont appliqués? Yes, no. Et il y a, ok, les secrets, des astuces, des techniques supplémentaires qui peuvent être déployées pour choper ce surcroît de croissance, puisque tu veux être en croissance chaque semaine. Et donc, en fait, quand tu organises ton business en 3 étapes, putain, la vie, elle est simple. Et donc, c'est assez basique. Il n'y a rien de profondément, enfin, il n'y a pas de fulgurance intellectuelle dans ce que je viens de dire. Mais en fait, quand tu le fais, tu peux commencer vraiment à scaler très agressivement. Mais c'est là où je pense que les gens vont me rejoindre et vont commencer à voir ce que moi je vois chez toi. C'est que tu viens d'expliquer quelque chose de très compliqué que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, mais tu l'as expliqué simplement et on peut l'appliquer. Mhm. C'est là où je pense qu'il y a une de tes très grandes forces. C'est que là, oui, certes, ça paraît évident dans la manière dont tu l'as fait, mais la manière est d'aller le chercher, de le comprendre et de réussir à le régurgiter aussi. Et qu'à Sibab, tu fais ah ouais, effectivement, c'est un framework excessivement simple. Applique les basiques et va chercher les hacks derrière les basiques. Bon, dit comme ça, putain, mais les gens, ils En voient pas plus, ça. tout tient dans un document. Ouais. Tu Bah, vois. c'est là où Ouais. t'as une logique d'esprit hyper intéressante et surtout tu arrives à ce côté transmission hyper intéressant que tu as et que je sais qui est important pour toi. Mais tu as dit deux choses qui sont hyper intéressantes et sur lesquelles ça me permet d'aller sur un autre chemin. Tu as parlé Web 2, Web 3. Mhm. Sauf que j'ai deux questions pour commencer juste sur le Web 2. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Web 2? Ok. Première question. Et deuxième question, est-ce que tu penses que tu as craqué le monde du Web 2 en termes de monde marketing? Est-ce que, entre guillemets, c'est pas qu'il a plus de secret, mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu te balades de manière assez aisée dans cet écosystème? Alors, je vais répondre à la deuxième question, puis après on pourra vraiment poser en profondeur la première question. Donc, non, je ne prétends pas avoir craqué le Web 2, j'ai juste moins d'appétit de stimulation intellectuelle à travailler là-dedans.
Alors du coup, c'est quoi le Web 2? Bah, pour répondre à la question, c'est quoi le Web 2? Il faut se demander c'est quoi le Web 1. Donc le Web 1, c'est le web statique où tu peux lire des informations. Donc tu as un site statique, tu peux lire des informations dessus. Le Web 2, c'est le site, c'est la phase du web dans laquelle on est encore aujourd'hui, où tu peux poster. N'importe qui peut poster une vidéo, poster un commentaire, interagir, poster une image sur Instagram. Donc c'est là où tu peux poster. Le Web 3, c'est le web où tu possèdes. Donc tu peux lire, poster. Et maintenant, le Web 3, c'est que tu peux posséder. Grâce au fait de tokeniser, on pourrait aller en détail là-dessus, je dirais des réalités. Je pense que la grande majorité des gens Mhm. qui nous écoutent, pas la grande majorité, parce que quand même, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Alors Web 1, je pense que personne, on l'entend même pas ce mot-là, ou très peu, On il s'en fout. est quasiment pas. Web 2, il y a des gens qui disent Web 2, genre ils savent qu'il y a une histoire de méta à un moment qui a essayé de faire un truc. Mais Web 3, si on n'est pas dans la sphère et qu'on ne maîtrise pas le sujet, c'est de l'ordre genre, tu parles d'un monde qui, pour la plupart des gens, je pense qu'il Ok. n'existe même pas, quoi. En gros, le Web 3, c'est le web de la crypto. C'est un peu un abus de langage, mais grosso modo, c'est le web où, enfin, c'est le web dit, enfin, ou qui veut être décentralisé, qui utilise la blockchain et qui permet d'organiser, je dirais, les interactions, les contributions et les égoïsmes d'une manière plus efficace. Bon, je prends un exemple un peu terre à terre. Une vision Web 3, un peu idyllique, des réseaux sociaux, ça serait tout ce que tu postes sur un réseau social t'appartient, toute la data qui va avec t'appartient, et du coup, tu peux prendre tous ces éléments, quitter Facebook pour aller les déposer sur Twitter, par exemple, ou sur autre chose, donc tu possèdes. En gros, le Web 3, c'est une notion de propriété privée. C'est, tu vois, je prends un autre exemple. Ça passe mieux avec des exemples. Tu joues à un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, tu as un personnage. Ce personnage, il a, je sais pas, une cape, une épée, un pistolet, un machin, une maison, un truc comme ça. Tu as acquis ces éléments, soit en achetant des choses dans le jeu avec ta carte de crédit, soit en parcourant des étapes dans ce jeu pour débloquer des trucs. En fait, ces trucs-là, tu ne les possèdes pas. Dans la vision Web 3, tu possèdes ce personnage, tu possèdes la cape, tu possèdes l'épée, tu possèdes le pistolet, tu possèdes les maisons. Et tu peux les sortir du jeu, les acheter, les revendre, les échanger, mais tu peux aussi les mettre, enfin, tu peux aussi les déposer comme collatéral, puisqu'ils ont une valeur économique, donc tu peux les déposer en collatéral pour prendre un emprunt contre cette cape ou cette épée. Alors ça paraît un peu con comme ça, mais c'est juste pour comprendre la philosophie. Et cet emprunt, bah, tu peux l'utiliser pour, je sais pas, acheter une ferme dans la vraie vie et produire à bouffer parce que ta cape et ton épée ne vont pas te nourrir. Enfin, si, elle peut, parce que Finalement, tu si. peux la vendre, si, ouais. Mais, ou autre exemple, imaginons, tu vois, tu prends aujourd'hui les régies publicitaires. Donc, tu vois, tu prends des régies comme Taboola, Outbrain, Google, qui est une régie publicitaire. Bah, tu as un mec qui veut acheter l'espace publicitaire et un mec qui vend l'espace publicitaire. J'ai un blog avec des bannières, bah, je vends cet espace publicitaire, je suis une entreprise, je veux acheter l'espace publicitaire. Il y a donc un intermédiaire, qui va être une société de publicité, enfin, une régie publicitaire, qui va faire l'appariement entre l'offre et la demande en prenant une com absolument délirante. Évidemment, il y a une grande opacité. C'est que le mec qui achète la publicité, il ne sait pas combien le gars touche, tu vois, enfin le gars qui a la bannière touche. Et en fait, dans une vision Web 3, tu n'as pas un intermédiaire, tu aurais une plateforme transparente qui met en relation l'offre et la demande avec une transparence complète. C'est que chacun sait qui a payé, pourquoi, ou comment. Euh, tout pourrait fonctionner et être payé par un token, par exemple. Les gens qui contribuent au projet en tant que développeurs sont récompensés en token. Et on peut imaginer peut-être que le protocole prenne un petit frais, par exemple, et que ce frais soit utilisé pour buyback, donc pour acheter et brûler, donc pour faire monter la valeur de ce token. Alors d'un point de vue réglementaire, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas forcément rentrer là-dedans. Et du coup, toi, tu contribues à développer une plateforme publicitaire qui est beaucoup plus transparente. La blockchain permet de mettre en relation l'offre et la demande de manière transparente. Le token est utilisé comme monnaie d'échange sur cette plateforme. Ce token peut aussi être utilisé comme monnaie de gouvernance. C'est que chaque personne qui détient un token, chaque token est un pouvoir de vote. Donc, est-ce qu'on change l'interface comme ci, est-ce qu'on change comme ça, est-ce qu'on met des frais, pas de frais, est-ce qu'on autorise certains types de publicité, est-ce qu'on autorise certains types d'acteurs. Par exemple, est-ce qu'on va autoriser, je sais pas moi, les jeux d'argent, est-ce qu'on va autoriser le contenu adulte, par exemple. La gouvernance avec les holders votent pour décider ça. Et si la tokenomics est bien pensée, la valeur du token s'apprécie. Et donc tout est fait de manière décentralisée. Voilà. Donc pour des puristes du Web 3, c'est très mal dit, c'est un peu crado, mais c'est grosso modo voilà, des exemples comme ça. Donc une plateforme publicitaire, des points dans un jeu vidéo et ton réseau social. Donc l'idée du Web 3, c'est finalement tout ce que tu fais, tu le possèdes. Tu contribues, tu le possèdes. C'est de la propriété privée programmable.